Tira el centro, clave, gol. Gol. Bonjour tout le monde, salut la 7e compagnie et bienvenue donc pour ce podcast 35. Nous sommes désormais sur l'équipe.fr et je m'en félicite. C'est ma famille depuis un bon bout de temps et puis également sur les supports classiques, toujours iTunes, Spotify et tout le tralala. À ce sujet, alors au niveau des étoiles, on fait un petit point du côté d'iTunes. 929 étoiles au total pour l'instant. Pas mal, pas mal. Et sur les 929, vous savez que 5 étoiles, si on vous met 5 étoiles, eh ben c'est le must, c'est le Graal, c'est fantastique, c'est merveilleux. 4 étoiles, c'est pas mal mon gars, mais c'est même très bien. 3 étoiles, ouais, moyen, pas catastrophique, mais pas mal, mais bon, enfin moyen quoi, c'est 10 sur 20, tu vois. 2 étoiles, ça se complique. 1 étoile, comme dirait Jean-Pierre Coff, c'est de la merde en jetant par-dessus son épaule du jambon avarié. Bref, eh bien, sur les 929 séries d'étoiles, on va dire, nous en avons 878 à 5. Pas dégueu, hein? Je vous parle pas des 4, des 3, des 2, mais à 1 donc, c'est de la merde, 11 seulement. Voilà, ces 11, de toute manière, on ne les retrouvera plus, puisque c'est de la merde, ils ne doivent pas écouter le podcast 35, je suppose. Alors pour les gens, parce qu'évidemment avec l'équipe.fr, on peut avoir un nouveau public qui découvre ce podcast, rassurez-vous. Il y a un petit préambule comme ça, mais après on va entrer dans le vif du sujet. D'ailleurs, je réalise qu'au moment où je vous parle, je n'ai pas préparé le titre. C'est pas grave. Peut-être, je suis comme les femmes, moi, je peux faire 2-3 trucs en même temps, notamment dans mon cerveau, donc au fil du temps, peut-être, je vais trouver le titre, sinon, c'est pas grave, on va faire 100 au niveau de ce commentaire, en tout cas. À propos de commentaires, il y a des commentaires aussi sur iTunes, en général, il y en a peu. On est à 240, il paraît que c'est très bien, alors s'ils le disent, eh bien, on prend. Je rappelle que lorsqu'il y aura 1000 étoiles à 5, il en manque donc 122, je vous ferai un spécial Maradona, un podcast spécial Maradona, mais alors là, qui pourra durer 2-3 heures, je ne sais pas. Vous l'écouterez par étapes, voilà, ça sera une série. Donc, je vais vous parler de quelque chose qui a un rapport avec le titre, mais comme je n'ai pas encore le titre, ça ne vous dit pas grand-chose. Mais auparavant, vous savez que je suis le roi de la digression. Voilà. Il y a des princes, il y a des valets, il y a des numéros 10, il y a des numéros 8, il y a des as. Je suis aussi un as de la digression. Enfin bon, je suis quand même le king de la digression. Moi, j'appelle ça plutôt des parenthèses. Voilà, de temps en temps, je pars dans un truc et je fais une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le thème choisi pour le podcast, mais je me dis quand même, je vais leur faire partager ça, parce que le podcast, pour ceux qui le découvrent, bon, ceux qui sont habitués, évidemment, il n'y a pas de souci. C'est, voilà, on est nature, quoi. On fait pas de chichi. Vous rentrez un peu dans une forme d'intimité par rapport à certaines choses. Il y a des anecdotes, il y a des historiques, il y a de l'actualité, il y a des personnages. Oui, il y a des soirées pasta avec des stars. Oui, il y a le général de Gaulle qui conclut. Churchill a même participé à l'un des podcasts. Enfin, des tas de grands noms, des Steve McQueen, etc. Alors, au départ, peut-être pour ceux qui arrivent, ça sera un peu surprenant, mais vous y ferez très bien, j'en suis sûr. Et là, la parenthèse. Alors, il y a parenthèse et parenthèse. Normalement, une parenthèse, bon, c'est une ligne, c'est 2 lignes. Et ça me rappelle, peu cher, mon frère de sang, Francis Huertas. Je ne sais pas si vous avez connu Francis Huertas, si vous êtes trop jeune, peut-être pas, et c'est bien dommage. C'est un journaliste qui a travaillé longtemps à 11 Mondial et qui était correspondant pour l'équipe en Amérique du Sud, et qui était un journaliste formidable, atypique, avec des vraies convictions. Et au moment du syndicat mondial des footballeurs, l'AIFP donc, Association internationale des footballeurs professionnels, c'était mon homme de main en Amérique du Sud, et en particulier en Argentine, puisqu'il était basé à Buenos Aires. Et très souvent, à l'époque, il n'y avait pas de mail.
Donc j'envoyais des trucs par fax. Et moi, quand je commence à écrire, on peut plus m'arrêter, parce que voilà, j'écris comme je parle, donc ça va très vite. Et là, je fais une parenthèse dans la parenthèse. Déjà, Francis Furtas, c'est une parenthèse dans la parenthèse. Donc là, je fais une parenthèse dans la parenthèse de la parenthèse, parce qu'il y a beaucoup de gens par tweet qui me disent « Didier, tu devrais écrire un livre avec toutes tes connaissances, tout ton vécu, toutes tes idées, patin, couffin. » Bon. Et je leur dis « J'ai pas le temps. » Parce que le problème, c'est que si Dieu me prête vie, quand j'aurai un peu plus de temps, précisément, je vais pas en faire un de livre. Je vais en faire 15. Tu vois? Parce qu'un livre, c'est ridicule, quoi. Un livre, machin. Ben non, je vais en faire 15. Donc, chaque chose en son temps. Je ferme cette petite parenthèse, je reviens sur juste la parenthèse de la parenthèse, c'est-à-dire Francis. Donc, je lui écrivais des trucs par rapport au combat pour l'AFP. Et des fois, j'écrivais, bon, il recevait 25 pages de fax, quoi. Je ne vais pas écrire 4 lignes, sinon, bon. Et parfois, il y avait des parenthèses. Alors là, c'était des parenthèses écrites, quoi, pas vocales comme maintenant. Et certaines parenthèses, c'est vrai, pouvaient faire 40 lignes. Ah, ça, c'est de la parenthèse, les enfants. Et je me souviens une fois, alors cette fois au téléphone, il m'avait dit « Didier, arrête avec tes parenthèses interminables, parce que sur l'une d'entre elles, j'ai failli m'étouffer, parce que j'étais en apnée, et après, pour retrouver évidemment le fil de l'histoire, parce qu'il faut remonter les 40 lignes pour savoir où on était, mais voilà, il les a lus en apnée, tu vois, c'était le grand bleu, tout ça, voilà. Francis, si tu nous regardes de là-haut, je suis sûr que tu nous regardes, je t'embrasse, qu'est-ce qu'on a rigolé. Et tu auras quand même quelques chapitres dans les livres en question, parce qu'il y a certaines anecdotes qui sont assez salées. Je reviens à la parenthèse centrale. La parenthèse centrale concerne un jeune journaliste avec qui je travaille une fois par semaine. Et vous allez voir, quand tu rends service à quelqu'un, c'est pour le meilleur et parfois c'est pour le pire. Mais bon, il faut rendre service. On ne peut pas rester là dans son coin et demander un service. Bon, ben ça va, tu vas lui rendre ce service qui paraissait pas très compliqué au départ. Alors, quel était le service? Il était le suivant. Il me dit, écoute Didier, en ce moment, j'enquête un peu sur des choses qui sortent de l'ordinaire dans l'histoire de la 2e division en France. Là, déjà, faut y penser. Mais enfin bon, pourquoi pas. Après, il fait sa vie, libre à lui. Et il me dit, j'ai pensé à toi pour un truc, tu vas sans doute pouvoir éclairer ma lanterne, parce que j'ai remarqué que l'AS Cannes, dans le milieu des années 80, a acheté Rudy Kroll. Alors pour ceux qui ne sont pas trop au courant, désolé pour les braves qui suivent le football de manière très pointue, mais Rudy Kroll, si vous voulez, c'était une superstar. À l'époque, il devait quand même avoir 35-36. Mais il joue déjà la première finale de la Coupe d'Europe des clubs champions avec d'autres jeunes comme Niskens, comme Cruyff, mais qui était déjà en équipe première depuis longtemps, en 71 à Wembley contre le Panathinaikos d'Athènes, Ajax Panathinaikos, et après évidemment celle de 72 contre l'Inter, celle de 73 contre la Juventus de Turin, et il sera titulaire inamovible en défense, à l'époque il était arrière-gauche, pour la fameuse Coupe du Monde 74, avec cette équipe des Pays-Bas de rêve. Et il marquait les esprits, bon, tous les joueurs de l'Ajax dans le début des années 70, c'était une telle équipe, étaient des stars. Mais certains, un peu plus que d'autres. Et Kroll avait cette particularité, tout comme son vis-à-vis à droite, Wim Surbier, d'être un arrière-ailier. C'est-à-dire, à l'Ajax, les défenseurs avaient la technique de joueurs, milieu de terrain relayeur, meneur de jeu, attaquant, si vous voulez. Mais ils avaient aussi les gestes défensifs qu'il fallait. Ça veut dire que c'était un redoutable défenseur, mais c'était un redoutable attaquant, enfin contre-attaquant. Et il était tellement devant que quand il jouait en équipe nationale, le gars qui était devant lui, l'ailier gauche, donc Robbie Reizenbrink, ne savait plus comment faire, parce que lui, il jouait pas à l'Ajax, il jouait en club à Anderlecht, parce qu'il était toujours à sa hauteur, donc il savait plus où se situer. À l'Ajax, Pete Kaiser, formidable ailier gauche également, lui repiquait vraiment vers le centre, il y avait des automatismes. Mais pour Reizenbrink, c'était compliqué. Bon, j'en reviens au point de départ. Il me demande comment est-ce possible que Kroll
arrive en deuxième division à l'AS Cannes, qui était toujours à cette époque-là dans le ventre mou de la deuxième division. Il montait jamais, il descendait jamais, voilà, entre la 8e et la 14e place. Alors Krol est sur la fin, je vous ai dit, il a 35-36 ans, mais il arrive de Naples, et alors lui, les joueurs de l'Ajax ont explosé, l'équipe a explosé à partir du moment où Cruyff est parti, saison 73-74, donc après la victoire contre la Juventus, le but de Johnny Rep à Belgrade, les Braves connaissent l'histoire, et ô combien qu'ils la connaissent, puisque j'étais dans les tribunes du Maracana de Belgrade, le coussin, tout le tralala, bref, ne perdons pas le fil. Et Krol, lui, il est resté longtemps à l'Ajax, parce que, évidemment, Svart c'était déjà terminé, il était trop vieux à droite, mais Rep va partir, Sporting Portugal, Valence, Cruyff part donc à Barcelone, Niskens part à Barcelone, Ariane part à Anderlecht, des mecs arrêtent, Surbier, il va même jouer à Metz, tu le crois ça ? Bon, et Krol, lui, va partir très tard, il va partir dans le début des années 80, Naples, il doit être à Naples, de 1980 donc, à 82. Pourquoi 82 ? Parce que Maradona, on va y venir. Et je me souviens, moi j'étais allé le faire à Amsterdam, j'avais fait plusieurs sujets sur l'Ajax à partir de 76. L'Ajax qui avait rencontré Strasbourg, champion en 79, donc je me souviens, en 79, évidemment il était encore à Amsterdam. Et là, je me souviens, j'avais fait une interview de lui à la fin d'un match qui avait lieu au stade olympique, parce que l'Ajax jouait sur deux stades. Pour les gros matchs, stade olympique. Pour les matchs moyens, le stade de Myre, qui était juste à côté du centre d'entraînement, contenance 20 000 personnes. Et là, c'était au stade olympique. Et je faisais un avant-sujet, puisque l'Ajax allait jouer contre Strasbourg pour Téléfoot. Et là, il jouait libéraux. Voilà, sur la fin de sa carrière. Il jouait libéraux. Et donc à Naples, évidemment, il jouait libéraux. Et le mec, la présence du mec, parce que les trois quarts des mecs, c'était des playboys en plus, tu vois. Et quand il sort de l'enceinte du stade, quoi, des vestiaires, moi je l'attends avec une équipe de tournage, tout ça et tout, on s'était mis d'accord un petit peu avant. Et tu le vois, il avait un putain de... Alors, c'était les oranges, l'équipe des Pays-Bas. Il avait un pullover orange, mais un beau orange, tu vois, les épaules, le machin, le truc, tu vois. La présence du gars, et évidemment des tas de souris vertes autour. Ready, blablabla. Et bon, on avait discuté, machin, c'était mon premier contact. Et après, c'est vrai, comme me dit le petit jeune qui me demande, il me dit, je crois que tu avais fait un sujet à l'époque pour Téléfoot sur l'AS Cannes avec Krol, tout ça et tout, j'ai vu ça dans des archives, donc... Parce qu'il voulait savoir pourquoi Krol débarque à l'AS Cannes. Il y a forcément un loup, quelque part. Ouh, et les loups sont toujours dans mes parages. Si vous connaissez bien mon histoire et les podcasts, évidemment. Pour les nouveaux venus et pas perdre le fil, il va falloir que vous tapiez les 34 d'avant, parce que sinon, de temps en temps, vous serez perdu. Notamment pour l'histoire des loups. Et alors, je lui réponds... Eh ben mon gars, j'ai aucune idée comment ce transfert a pu se faire, ou si je l'ai su, je m'en souviens plus, etc. J'ai dit, écoute, je vais téléphoner à un copain qui était secrétaire général à l'époque du club, Gilbert Chamonal, que je connais depuis, quand j'étais gosse, il était déjà à l'AS Cannes, quand je jouais à l'AS Cannes, il était déjà un petit peu dans les trucs. Et lui, forcément, il va savoir. Donc, tu vas rendre service en téléphonant à Gilbert, qui va m'expliquer. Et après, tu vas dire, Gilbert, ça te dérange pas si le petit jeune, il t'appelle, tout ça, tu lui expliques, ça, tu le feras mieux que moi, Et Gilbert, c'est sûr qu'il me dira, ouais, Didier, file-lui mon portable, et patati patata. Jusque-là, c'est simple. C'est ça, le truc. Quand tu rends service, au départ, tu dis, c'est une babiole, ça va me prendre 3 minutes, allô Gilbert, machin, truc, tout. Ok. Je vous raconte maintenant l'histoire. L'histoire, c'est que on m'a volé il y a 2-3 mois mon portable. Et comme un crétin, j'avais pas sécurisé ou mis de côté, évidemment, tout mon répertoire téléphonique. Donc, la merde. Donc, je n'ai plus le portable de Gilbert. Donc, qui peut avoir le portable de Gilbert ? Ah, forcément, mon entraîneur d'alors,
qui est resté 33 ans à la SCAN et qui connaît très bien Gilbert, Pierre Ayot. Alors maintenant, il faut que je trouve le portable de Pierre Ayot, puisque Pierre était dans le répertoire, truc et tout. Donc, je téléphone à un copain, qui me donne le téléphone de Pierre. J'appelle Pierre. Comme on ne s'était pas eu depuis plusieurs mois, ça a été mon entraîneur mythique, incontournable et tout pendant des années, je ne vais pas lui dire, écoute Pierre, ça va, ouais, bon, truc et tout, tu peux me filer le portable de Gilbert, Chamonal, tu dois l'avoir, toi, truc et tout. Il dit, voilà, allez, porte-toi bien Pierre, bonsoir. Eh non. Donc, on discute. Et ça me fait plaisir au demeurant, hein, c'est pas... Tu vois, mais quand tu es toujours un petit peu à la bourre, tout ça et tout, et on discute. Alors en plus, il me raconte qu'il a eu une merde en juin, bon maintenant tout va bien, tout ça, il croyait d'ailleurs que je l'appelais pour prendre des nouvelles, tout ça, tu vois, donc t'es un peu gêné, mais j'étais pas au courant, moi, personne ne me dit rien. Bref, et on parle, et bon, et après on parle une demi-heure, c'est normal. Bon, il me file le téléphone de Gilbert Chamonal, j'ai dit très bien. J'appelle Gilbert, c'est Didier. Oh, Didier, alors depuis tout ce temps et tout, ça va Gilbert? Ouais, alors écoute-moi, je leur explique le truc, pourquoi Kroll, patati patata. Ah bah Didier, ouais mais à l'époque j'étais à mi-temps, tu sais, j'étais aussi à l'office de tourisme de Cannes, et donc cette histoire, et on parle une demi-heure, et il me dit, tu sais qui va t'expliquer tout ça? Éric Goiran. Alors Éric Goiran, c'est un gars avec qui je jouais à l'époque en cadet, tout ça et tout, et qui était aussi directeur administratif, enfin qui travaillait aussi du côté de la SCAN dans le milieu des années 80 et trucs. Mais évidemment, je n'ai pas le téléphone de Goiran, et Gilbert n'a pas le téléphone d'Éric. Donc je me dis, qui peut avoir le téléphone d'Éric? Ah, mon ancien gardien de but, Claude Martinelli, bien évidemment. Claudius, il doit avoir ça, tout ça et tout. Mais je n'ai plus le téléphone de Claude Martinelli. Donc je passe par une autre personne qui ne me répond pas au début, je lui laisse un truc, qui me rappelle, qui est truc. Oh, Didier, machin, je suis obligé de discuter un petit peu. Machin, truc. Ouais, ah, au fait, tu as le téléphone de Claude? Parce que mon portable, il y a 3 mois, truc. Ah ouais, bon, tu notes? Ouais, je note. Bon, bah. Ok. J'appelle Claude. Oh, Claude, Didier, putain, tu n'as plus de nouvelles, hein, putain, Claude, je suis à la bourre, j'ai le truc, machin, nini, alors, comment tu vas, et truc, ouais, du truc, voilà. Tu as des nouvelles de Patrick Kéral? Ouais, Patrick, tu sais, maintenant, il s'est mis dans les trucs, là, il fait des trucs en cuir pour les voitures, les anciennes voitures, tu vois, ouais, ça marche bien, tout truc. Ah, mais au fait, tu sais que, oh, putain, un truc, Panzo nous a quittés, hein, ouais, crise cardiaque, machin. Panzo, je jouais avec lui en pupille, je sais pas après, parce que bon, il était... Ah putain, Panzo, merde, putain, c'était un joueur, Panzo, tout ça et tout. Et je lui dis, putain. Alors là, notre avant-centre, Christian Pignolet, peu cher, qui était notre avant-centre en cadet, machin, emblématique, blablabla. Et son fils m'a contacté il y a pas longtemps, et il m'a dit que son papa, bon voilà, il était parti, et tout ça et tout, et bon, bref. Et j'ai dit, putain, je vais t'en annoncer une mauvaise aussi, là. Christian nous a quittés. Non, Christian, ouais, Christian. Donc on parle de Christian, on parle de l'époque, on parle de trucs, et de tas d'autres choses qui sont un peu plus... Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Bon, on parle pendant une demi-heure, c'est normal, c'est Claudius, je ne l'ai pas vu depuis 3-4 mois, machin, truc et tout. Bon, tu as le numéro d'Éric? Ah ouais, je te file le numéro d'Éric, pas de problème. Bon, j'appelle Eric. Oh, Didier! Putain, Eric, ça va? Qu'est-ce que ça va? Tu es tranquille, là? Ouais, machin, truc, on a fait un petit barbecue. Ouais, d'accord. Ah bon, au fait. Bon, bref, voilà. Et je parle donc de Rudy Kroll avec Eric, alors qu'il me donne des tas de choses sur la personnalité de Rudy, etc. et tout. Il me dit, figure-toi, il me dit, Rudy, putain, quel joueur, quel mec aussi. Mais alors, un jour ça va, un jour ça va pas, hein, fallait se le farcir, patati patata, bon, un peu diva, un peu truc, ni là. Ah ouais, tu me dis comment ça s'est fait, truc, alors je sais que Tréco connaissait Kroll par l'intermédiaire de truc, mais tu sais ce qui s'est passé, Didier? J'ai dit non, dis-le moi, parce que je commence à fatiguer, machin, ouais. En fait, Naples, parce qu'à un moment, il y a un truc que je suis perdu, parce que donc, je me dis, Cannes a dû débourser de l'argent pour avoir Rudy Kroll, mais non, en fait, c'est Naples qui doit donner de l'argent pour Kroll, c'est-à-dire qu'il le donne, mais en plus, il donne de l'argent. Quelle époque. Alors, pourquoi? Petite parenthèse, très petite celle-là, hein, une petite parenthèse dans la grande histoire.
de la Cannes, de Naples, tout ça et tout. À l'époque, tu n'avais droit qu'à 2 étrangers. Pas 3, 2. Et Naples en avait un, sans doute, qui était déjà plus ou moins important, ou qui, voilà. Et ils ont fait Maradona. C'est-à-dire qu'en 82, après la Coupe du Monde 82, bon, ça tout le monde s'en souvient, ils achètent Maradona à Barcelone. Et donc, pour des raisons financières aussi, parce que le salaire de Krol, voilà, même s'il est sur la fin, c'est quand même Rudi Krol et tout, et voilà, bon, ils ont décidé de se séparer de Krol, qui n'a pas très bien vécu. Faut savoir que Krol, à son âge, parce que j'en ai discuté souvent avec des supporters de Naples et tout, mais il était extraordinaire et il était adoré à Naples. C'était le libéro, tu vois, ultime, fantastique et tout. Mais Maradona arrive et tout. Et donc, il va aller à Cannes, mais le Napoli s'engage, puisque Cannes le prend, au lieu de demander de l'argent, non seulement ils n'en demandent pas, je le répète, mais ils vont enfiler, ils vont faire un match entre l'AS Cannes, tu le crois ça, milieu de deuxième division, et Naples, qui n'était pas encore le grand Naples, hein, pas encore champion, Diego n'est pas encore là, etc. Mais enfin, c'était une équipe assez sûre de la Serie A quand même. Au stade São Paulo, Naples, AS Cannes. Et la recette sera pour Rudi Krol. Et Eric m'explique simplement le problème. C'était donc une sorte de jubilé de Rudi Krol qui disait au revoir aux supporters napolitains et patati patata. Et la recette du match, c'était dans sa poche. Mais je dis, sans déconner, Naples, Cannes, il va y avoir 3000 spectateurs. Il me dit, tu rigoles, c'était plein. Et pourquoi c'était plein ? Parce que c'était le premier match de Maradona avec Naples. Vous vous souvenez déjà, j'imagine, vous avez les images en tête, quand Maradona était présenté aux supporters, avec les ballons, les machins, qui sortent là des escaliers, dans ce cratère, il y a déjà 40 000 personnes qui jonglent avec le ballon, bim, 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 bim. Et là, c'était le premier match. Donc, c'était plein. Et je dis, putain, Krol, il n'a pas perdu son temps. Il me dit, ouais, mais il n'est pas venu. Ah. Et non, il n'est pas venu parce qu'il était vexé, pas content, tête de l'arc, Naples, patati patata. Donc il m'a trouvé, moi je le suis plié, tu vois, à la chambre d'hôtel, allez viens, nini. Les mecs étaient déjà partis de Cannes, tout ça et tout. Il dit non, en plus j'ai une otite, j'ai truc. Enfin bon, il m'a rendu chèvre, il n'est pas venu. Donc tu vois, Gilbert Chamonal, je reviens à Gilbert, me disait, oh là là, ce match, m'en parle pas. Je crois qu'il avait perdu 5-1, Cannes. C'est Jean Fernandez, vous connaissez Jean Fernandez, comme entraîneur, et puis avant, évidemment, c'était un joueur qui marquait Maradona. Et quand il est revenu sur Cannes, Gilbert n'avait pas fait le voyage, je me souviens qu'il m'avait dit j'ai rencontré le dieu du football, quoi. Il m'a rendu chèvre pour machin, c'était magnifique, mais j'étais voilà, j'étais une chèvre, quoi. Je n'existais pas, truc impossible, Maradona, etc., etc. Et je dis, alors, vous êtes quand même revenu à la recette. Il me dit, non, du coup, ils n'ont pas donné la recette. Bon, on s'en fout, vous me direz, tout ça et tout. Mais on n'avance pas, ça fait pas beaucoup avancer le schmilblick. Et il me dit, mais je dis, oui, Eric, bon, tout ça, c'est bien. Naples, ok, machin, truc. Oui, bon, le match, le caractère un petit peu compliqué de Rudi Krol, joueur merveilleux et tout. Mais comment, au départ, même si ça vous coûte pas une thune, finalement, pourquoi il choisit Cannes ? Parce que même s'il avait 36 ans, il pouvait jouer quand même encore dans un club prestigieux, gagner peut-être plus d'argent, tout ça. Et là, il me dit, ah, mais ça, je sais pas. Mais tu devrais appeler Richard Comte. Lui, il te dira. Bon, là, j'ai arrêté les frais. Richard, que j'aime beaucoup au demeurant, mais après, va trouver le téléphone de Richard Comte, parce que à l'époque, c'était le premier gros coup de Cannes, qui après sera un centre de formation très, très performant, Zidane, Mikou, Vieira, etc. Vous connaissez la musique. Mais c'était l'ancien président de Nice, qui s'appelait Francis Guillot, qui était président de la Sorel, qui était une entreprise très, très cotée sur la Côte d'Azur, la Sorel, et qui était un foot, qui a pris l'AS Cannes. Il a amené Jean-Marc Guilloux comme entraîneur, des joueurs un peu emblématiques, mais sur la fin, comme Patrick Révelli, et Richard Comte était son homme de main, quoi. Voilà, il faisait marcher un petit peu le club au quotidien, il voulait faire un gros coup, et ils ont pris Krol. Mais là, j'ai arrêté. Parce que si je dois... Alors pareil, Richard, les trucs, ça va durer 3 jours. Je vais trouver son téléphone et tout. Nini, il va falloir que j'appelle Arsène, peut-être, pour qu'il me le donne. Nini. Et lui, peut-être, il va me dire, Richard, au bout d'une demi-heure, ouh,
mais ça, Didier, il faut que tu appelles Francis Guillot. C'est lui. Non, tu vois, là, tu rends service, tu meurs, quoi. Je veux dire, Mais bon, c'est normal de rendre service. Et au bout du bout, même si cette histoire mise bout à bout, là, alors que j'avais un gros truc à faire de boulot, voilà, m'a bloqué 2h30. Au bout du bout, c'était bien, quoi. C'était bien de discuter avec des anciens copains, et c'est vrai que la vie fait que tu cours à droite, tu cours à gauche, et tu en oublies l'essentiel, et ces gens-là font partie de l'essentiel de ta vie, quoi, parce que c'est vraiment... Tu as vécu des choses tellement formidables avec eux que même si tu les vois pas parfois pendant 2, 3 ans, 4 ans et tout, et je me souviens, j'avais eu cette sensation-là, quand on avait fêté, alors je sais plus si c'était les 60 ans ou 50 ans de mon entraîneur en question, Pierre Ayot, où je vous parlais au départ, il y avait plusieurs générations d'équipes qu'il avait entraînées, et dont la mienne. Et forcément, sur les 15 joueurs de cette équipe, après il y avait la génération d'avant, les générations d'après, patati patata, j'étais en contact, moi, plus ou moins régulier, avec 5, 6, 7. Mais il y en avait que j'avais pas vu depuis 30 ans. Mais c'est comme si je les avais quittés hier, quoi. Ça c'est vraiment des amitiés, entre guillemets, plus ou moins prononcées, mais même, ça fait tellement plaisir que... Voilà, bon, donc c'était 2h30 de plaisir, mais bon... Richard, je l'appellerai un jour, machin truc, j'ai dit au petit jeune, j'ai dit, écoute, voilà, là t'as le téléphone de Gilbert Chavanal, là t'as le téléphone d'Éric Guaran, voilà, démerde-toi, et voilà, si ça va pas, tu me diras, mais je pense que ça a dû aller. Eh oui, mais ça c'est comme ça, c'est le truc... Quand tu rends service, tu rends service. Mais il y a des services que tu rends, qui te coûte, alors je te dis pas. Mais faut pas écouter ça et dire oh là là, je reste dans ma grotte et je rends plus service à personne, sinon machin. Moi je me souviens d'un service que j'ai rendu à Gianni Mina. Il y a des services que tu rends qui vont transformer ta vie en paradis ou en enfer. Et bon, et là c'était un mélange des deux. Je me souviens donc Gianni Mina, si vous voulez, c'est parce qu'il est encore vivant, Gianni. C'est quelqu'un de très connu en Italie, de très engagé. C'est une sorte de Bernard Pivot, si vous voulez, parce que c'est un intellectuel et tout, et qui connaît très bien le Mexique et aussi l'Amérique du Sud, etc. et tout, qui était très proche de Castro, très proche de Maradona aussi, blablabla, et qui a été patron de Tuttosport, un des 4 quotidien sportif là-bas très, très important en Italie, mais qui a présenté aussi des émissions, aussi dans le cinéma, intellectuel et tout. Alors, la différence de Pivot, c'est que Pivot, il n'est pas engagé, quoi. Je veux dire, voilà, intellectuel, mais voilà. Lui, c'est quand même plus. Et Pivot aime le football, mais Gianni Mina, il le connaît par cœur. Voilà, Pivot aime le football, comme il y a des tas de gens qui aiment le football, voilà, c'est pas... Donc, c'est comparable sans être comparable. Et quand Maradona a reçu le super ballon d'or, à Paris, puisqu'en tant que joueur, il n'avait jamais pu l'avoir, à l'époque, c'était réservé uniquement à des joueurs européens. Et donc, France Football, il fait un super ballon d'or. Et c'était un 4 janvier ou un truc comme ça, 95. Et Gianni, et là, c'était au niveau des gens qui étaient invités, qui pouvaient participer à cette cérémonie, c'était très, très sélectif. Parce que tu vois, c'était pas une salle de 500 personnes, quoi, au niveau des journalistes qui pouvaient couvrir et être là. Je sais pas, moi, il y avait 40 personnes, grand maximum. Et Gianni était sur la liste des 40. Mais après, dans ces trucs-là, il n'a pas trop de garanties, machin. Moi, j'étais en vacances dans le sud, sans doute à Cannes, quelque chose comme ça, et Gianni m'appelle vers Noël et me dit Didier, tout ça, tu sais, je viens pour le super ballon d'or, Maradona, machin, tu y seras? J'ai dit non, Gianni, je suis cassé, je vais rentrer vers le 10 janvier, moi. Bon, d'accord, mais tu peux t'assurer quand même que mon nom est bien passé, que je serai sur la liste, parce que je sais que ça va être très compliqué, truc.
Et bon, Gianni, c'est Gianni, et j'ai écourté mes vacances de quelques jours, et je me suis dit, effectivement, ces trucs-là, bon oui, c'est sérieux, mais des fois, et puis si c'est pas sur la liste, il va être dans la merde, peu cher et tout. Donc je suis monté la veille pour le réceptionner à Paris, et pour après aller avec lui à France Football, et me garantir un petit peu sa présence à la truc. Mais là, je suis en service, mais la veille, lui, il arrive via Cuba, de Cuba, machin Madrid, truc chouette, avec Maradona, qui me voit et qui me dit « Oh Didier, on a le ou machin quoi. Didier, je sais que tu as mis avec Cantona, je veux voir Cantona. Ça, je suis là 3 jours, il faut que je voie Cantona. » Ah, donc, rendu service à Gianni, et là, ça va être 3 ans de rizière au Vietnam. L'enfer. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Si tu t'occupes des autres, forcément... Alors, toute proportion gardée, la parenthèse, je vous rassure, se termine. J'arrache une parenthèse de quoi, 10 minutes, un quart d'heure, enfin, ça va, quoi, je veux dire, il faut prendre, laisser le temps au temps, prenez le temps de vivre, merde, toujours pressé comme des lavements, incroyable. Bon, donc, je dis ça pour les mecs, truc, quoi. Je suis tombé sur une vidéo de l'ancien président d'Uruguay, José Mujica, qui a été président de 2010 à 2015. Au moment où il fait cette vidéo, il dit « Je suis président d'Uruguay », donc elle date un peu, et qui est magnifique, parce que il explique... c'était un ancien guerriero Mujica. Il y avait la dictature, donc je veux dire sur voilà une douzaine d'années, sensiblement de 73 à 85 en Uruguay. Et lui était un guerriero dans le mouvement de libération nationale, voilà, qui allait après devenir ce mouvement-là, une fois la démocratie rétablie, donc il allait faire de la politique et tout ça, mais il était avec les guerrieros qu'on appelait les Tupamaros. Voilà. C'est comme chez Tintin, tu vois, Tintin, les Picaros, tu vois, machin, le dictateur, voilà, le général Tapioca, vous voyez, ben là, voilà, qui s'est inspiré, lui, Hergé. Il s'est inspiré, même si l'album a dû sortir dans le milieu des années 70, assez tard, quoi, Tintin et les Picaros, lui, ce qu'il avait inspiré, c'était la révolution cubaine. Enfin, il expliquera plus tard. Et donc, Mujica, Pep, pour les intimes, voilà, on l'appelle Pep. On a fait des soirées pasta avec Mujica à Montevideo. Non, je déconne. Et lui, donc, était révolutionnaire. Révolutionnaire, si tu fais la révolution, c'est pour rendre service. À la base, c'est pour t'occuper des autres. Sinon, tu restes dans ton coin. Je veux dire, il y a une dictature, tu dis, bah là, on va essayer de libérer le pays et rétablir une démocratie, patati, patata. Alors lui... C'est pas les mêmes emmerdes, parce que bon, moi, mes emmerdes, en ayant rendu service, c'est du pipi de chat, évidemment. Voilà, je vous fais une métaphore. Mais des fois, les gars qui s'occupent vraiment des autres, c'est pas rien. Je vais vous faire partager cette vidéo parce qu'elle est exceptionnelle. Déjà, je sais pas si vous connaissez, mais si vous voyez sa gueule, il a une gueule, quoi, Mujica. Et vous allez écouter. C'est magnifique. Voilà. Il dit, j'ai été paysan. J'ai été paysan pour gagner ma vie, dans un premier temps, la première partie de sa vie. Et après, je me suis engagé dans la lutte pour transformer et améliorer la vie de ma société. Aujourd'hui, je suis président. Et demain, comme tout le monde, je ne serai qu'un tas d'asticots. Et je disparaîtrai. J'ai connu des déconvenues, plusieurs blessures, quelques années de prison. Enfin, la routine, quoi. Pour quiconque s'emploie à changer le monde. Je suis toujours là par miracle. Et par-dessus tout, j'aime la vie. J'espère me présenter pour le dernier voyage
Comme quelqu'un qui entre dans un bar et qui dit au tenancier « c'est ma tournée ». Notre façon de vivre et nos valeurs sont l'expression de la société dans laquelle nous vivons. Et on s'y accroche. Peu importe que je sois président. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. J'ai passé plus de 10 ans seul dans un cachot. J'ai eu le temps. J'ai passé 7 ans sans ouvrir un livre. Ça m'a laissé le temps de réfléchir. Et voilà ce que j'ai découvert. Soit on est heureux avec peu de choses, sans trop s'encombrer, car le bonheur, on l'a en soi. Soit on n'arrive à rien. Je ne fais pas l'apologie de la pauvreté, mais l'apologie de la sobriété. C'est magnifique. J'adore. Mujica. Je sens que je vais éternuer. God bless me. Désolé. Et la dernière fois que j'étais en Uruguay, tiens, il n'y a pas si longtemps, Emir Kusturica était en train de réaliser un documentaire sur Pepe Mujica. Mais j'adore son côté philosophe, quoi, je veux dire. Ouais, j'ai eu des blessures, je fais de la prison, machin, bon, la routine, quoi. Mais la routine pour des gens qui effectivement, se battent pour les autres. Et le mec, il a été 10 ans dans un cachot. Je vais faire le doublé coupé champion. Ouf! Voilà, ça, j'ai éternué, en fait. Mais voilà, j'ai raté l'éternuement parce que je voulais arriver à coupe et championnat. Alors que si j'avais dit coupe et champ, je pouvais éternuer. Je pense que c'est pas bon de rater un éternuement. J'avais lu ça quelque part. Bref, attention, je vise maintenant, avant la fin de ce podcast, la Ligue des Champions. Ce qui serait un beau triplé, je l'ai déjà fait, je peux le refaire. Donc la routine, quoi, pour un mec voilà, qui rend un peu service, tout ça et tout. 7 ans, j'ai eu le temps de réfléchir, ouais, 7 ans seul dans un cachot, incroyable. Bref, bon, je ferme la parenthèse. Et nous allons entrer dans le vif du sujet. J'ai toujours pas le titre, on s'en fout. Mais c'est lié, c'est pas si vieux que ça, enfin bon, maintenant ça a 9 jours, puisque... Ça a un petit peu moins parce que le podcast n'est pas fait en direct, il est enregistré, mais vous allez écouter le mardi, à partir de mardi 19. Et j'en profite pour vous signaler, parce que les braves se plaignent, des fois je fais un podcast, j'en fais 3 en une semaine, des fois je disparais pendant 15 jours, et ben là je vais être obligé d'avoir une certaine rigueur. Tous les mardis, vous aurez votre podcast. Voilà. Ça, c'est une petite parenthèse, hein, pas grande celle-là. Hein, donc, tous les mardis, voilà, une fois par semaine. Et là, donc, je dis, ça date de 9 jours. Je veux revenir quand même très rapidement. Ça va durer 2 heures, je plaisante, on ne peut plus rigoler ici. Sur ce match Marseille-Lyon, ce fameux sommet entre 2 équipes, donc, qui deviennent extrêmement rivales ces dernières saisons, le PSG s'étant échappé loin devant. Alors, on peut revenir sur cette histoire d'arbitrage, mais bon, l'arbitrage, je suis pas... Autant, c'est bien que les arbitres s'expriment, autant là, je trouve, avec tout ce qu'il y a eu autour du match, tu vois, et puis donc le bus caillassé, et puis après ce péno, voilà, bon, on avait vu 6-7 minutes après une main de Sanson, selon les nouveaux règlements, bah effectivement, tu pouvais dire, ah, il aurait dû siffler la main de Sanson, donc s'il siffle la main de Sanson, il n'y a pas la main de Thiago Mendes, enfin tu la comptes pas, et donc il n'y a pas pénalty, etc. Mais bon, ça s'est passé, je pense, vers la 13e minute, 15e minute, ou quelque chose comme ça. Lyon avait le temps de se refaire. Ah oui, il y a eu la petite calotte, là, le petit coup de Benedetto sur Dubois, qui en a fait des tonnes, sans déconner, Dubois. Il nous prend vraiment pour des brioches.
Enfin, si c'est pas lui et si c'est un autre, sans doute il fera pareil, quoi. On en est arrivé là. Et ça choque personne. Enfin, je veux dire, on n'essaie pas d'avancer dans ce domaine et quelqu'un qui n'a rien et qui reste quand même, il y a eu un arrêt de jeu de 6 minutes. Lui, il a dû se relever au bout de 4 minutes. Le mec est couché pendant 4 minutes. Et ça veut dire que, heureusement, évidemment, il y a toujours un petit début d'échauffourée dans ces choses-là. Heureusement que tu n'as pas des gens un peu trop chauds du côté de Lyon. Et comme du côté de l'OM, la dernière fois qu'ils ont été un peu chauds, bah, ils ont payé le prix fort pour Camara donc et Payet, même si c'était justifié, peut-être un peu plus sévère pour Camara, mais il s'est mis dans une position qui était délicate. Donc heureusement, il y a eu un petit début, un petit mouvement de foule, mais avec cette connerie de Dubois, alors que si Dubois il reste debout, on n'en parle plus. On peut en parler avec la VAR, parce que lui, il peut aller se plaindre légitimement par rapport à l'arbitre, dire hey, allez voir aux vidéos, là, parce que il y a... Voilà, je me suis pris quand même un truc derrière la nuque qui n'était pas petit, si tu veux. Et en plus, lui, si j'ai bien compris, à travers les interviews que je lis le concernant, etc., c'est plutôt quelqu'un qui a un certain niveau d'analyse, c'est pas le demeuré du coin, quoi, qui dit, tiens, faut se jeter de la falaise, tu te jettes de la falaise. Eh ben, lui, on lui a appris aussi, sans doute, depuis des saisons et des saisons, peut-être quand il faisait sa formation, peut-être machin, que si on t'effleure, eh ben, tu pousses un cri terrible de putois, ah et tu restes au sol, et forcément, tu auras gain de cause, même si t'as rien, ou très peu. Ah, parce qu'effectivement, le truc derrière, il le prend, mais enfin, si un truc comme ça, tu restes 4 minutes par terre, mon ami, donc, et on va parler de ce qu'a fait Benedetto, ce que je comprends, mais sans doute vous aussi, dans votre poste télévision, vous dites « Putain, Dubois, il abuse », mais on ne fait rien pour que cette réaction de Dubois, elle n'existe quasiment plus dans notre Ligue 1. Non, voilà, c'est passé à l'as, etc. Alors après, Benedetto, il frôle le rouge, on est d'accord, mais... Monsieur Chaperon l'a très bien expliqué dans le Let Football Club, machin, sur Canal Sport. Et je vais l'expliquer quand même dans une Good Morning, Good Afternoon. Pas maintenant, parce que sinon, ce podcast va être bien trop long. Quoi qu'il en soit, les Lyonnais peuvent dire, il y a le truc de Sanson, il y a le truc de Benedetto, il y a le bus, mis bout à bout, c'est vrai que ça commence à faire un petit peu beaucoup. Mais bon, ouais, c'est malheureux. Je comprends les supporters lyonnais, mais je comprends aussi les supporters de l'OM à partir du moment où Garibian, très rarement, les arbitres s'expriment. Très rarement, ils s'expriment pour dire « Ah bah là, on a merdé, on aurait dû faire ça ». Et alors qu'il y a cette tension entre les deux clubs, entre les deux supporters, enfin supporters lyonnais, supporters lyonnais, et que ce match s'est moyennement passé, que Garibian le lundi dise « Ah ouais, on a fait une erreur, on aurait dû siffler la main de Sanson par rapport au règlement », je trouve que c'est pas le bon timing, quoi. Par contre, du coup, on ne parle que de ça, et pas du reste. Et moi, en dehors du fait que le match, alors techniquement, ça n'a pas atteint les sommets. Bon, c'est la Ligue 1, c'était un match très important. L'OM qui n'a pas battu Lyon depuis des lustres. Lyon très important pour eux aussi, parce que, mine de rien, même s'ils restaient sur 3 victoires, ils sont encore mal classés, etc., etc. Ce genre de match, en général, le côté technique, il passe un petit peu après. Mais disons que l'écriture du match, au niveau du scénario, c'était pas mal. C'est pas mal, un but assez rapidement qui est censé débloquer des choses. Bon, l'OM qui manifestement a un peu plus envie, qui a mis une tactique au point, c'était pas con. Maxime Lopez à droite, tout ça et tout. Bon, enfin, des choses, c'est bien en place. Du coup, le deuxième but avec Payet qui est au départ de l'action, qui est à la fin de l'action. Enfin, tout ça, c'est à l'œil et d'un point de vue émotionnel, même si tu es neutre, il se passe quelque chose. Après, tu te dis, Lyon quand même, ils vont peut-être se réveiller à un moment.
Il y a ce but donc de Dembélé, il y a Alvaro qui merde une deuxième fois, déjà sur la première c'était orangé, bon bah là il y a plus de doute, et là tu te dis il reste pas loin d'une demi-heure, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Et il se passe rien, mais tu en haleine quoi. Voilà, tu n'es pas là à t'endormir devant la télé, tu te dis tout est possible, Lyon peut égaliser relativement rapidement, en plus en supériorité numérique maintenant, ils peuvent même gagner le match, mais peut-être Marseille va savoir sur un contre, etc. Voilà, c'est un match qui te laisse en haleine, c'est pas si courant en Ligue 1, même s'il y a des choses qui sont pas si mal. Voilà. Mais, finalement, tu parles beaucoup de ce truc de Garibian, Sanson, etc. Et l'histoire de Dubois qui fait le cinéma quand même, bon. Et Benedetto, machin, tu parles de Benedetto, ce qui est normal aussi, puisque c'est quand même lui qui est à la base du problème. Mais voilà, les dirigeants du foot français ne se mettent pas autour d'une table en disant, les mecs qui en font des tonnes comme ça, et déjà, les matchs, ils sont pas sans sas. Alors, s'ils sont chaque fois coupés toutes les 3 secondes par rapport à un mec qui fait du cinéma, le truc de Dubois, c'était grotesque. Voilà, on juge pas Dubois, c'est un mec de Lyon, on dit pas que c'est Lyon, ça aurait pu arriver avec Marseille, ça peut arriver à Metz, ça peut arriver à Toulouse, machin, c'est toujours la même chanson. On va se mettre autour d'une table, et maintenant, on va faire en sorte que les mecs arrêtent d'en faire des tonnes et que l'esprit soit quand même meilleur par rapport à ça, quoi. Ça veut dire qu'il reste par terre s'il a vraiment mal, mais s'il a rien, il se relève. Qu'en pensez-vous? Ça, non, c'est pas leur problème. Ok, très bien. Et j'en arrive maintenant au bus caillassé. Et le bus caillassé, c'est passé un peu comme une lettre à la poste. C'est-à-dire qu'on banalise ça, puisqu'effectivement, ça arrive depuis, j'allais dire des années, depuis des décennies. Alors évidemment, Jean-Michel Aulas, il est dans son rôle et il en fait des tonnes par rapport à ça. Mais on ne peut pas trop lui en vouloir. Quand tu vois la tronche du bus qui a un triple vitrage et que des gens caillassent un bus où il y a comment ça s'appelle, une équipe de football qui se rend au stade, et puis même caillassé un bus tout court, quoi. Parce que une fois, et ça s'est passé à Marseille il y a pas longtemps, ils se sont trompés de bus. C'était un bus de mémoire de touristes chinois. Ah c'était content les Chinois. Ils pensaient que c'était le bus de Paris, je crois, du PSG. Non, c'était des trucs machin. Donc déjà caillasser un bus, tu vois, ok, tu me diras, c'est la société, c'est ceci, c'est cela. D'ailleurs, à ce sujet, je vais vous faire écouter, si vous avez un compte Twitter et vous me suivez, vous connaissez. Si c'est pas le cas, voilà, vous allez découvrir. Il y a une petite rubrique qui s'appelle le Flash Foot, parce que là, pour le coup, c'est rapide, ça dure 2 minutes 15. Donc 2 minutes 15, pour moi, c'est un flash. Hein, on est bien d'accord. Et je vous en fais 2 par semaine sur Twitter, où je parle de foot, en fonction de l'actualité ou pas, d'une manière un peu plus ou moins décalée. Et là, j'ai fait 2 minutes 15 là-dessus. Vous l'écoutez, et après, on enchaîne. Un bus transportant une équipe de football, celle de Lyon en l'occurrence, a été à nouveau caillassé sur le chemin du stade. Le fond du problème, il est où? Il est sociétal, bien évidemment, mais pas que. Il est également du côté des dirigeants du football qui ne peuvent pas se contenter de dire « oui, c'est la société, et puis en plus, c'est à l'extérieur du stade, ce n'est pas de notre fait ». Ils ne peuvent pas uniquement, comme Jean-Michel Aulas, déplorer ceci. Je déplore qu'on est arrivé dans un pays ou une cité de non-droit où tout est possible. Le car a été caillassé. S'il y a une zone de non-droit, monsieur Aulas, cette zone, elle est sur toute la France. Le bus de l'OM aussi, sur le chemin du Parc des Princes, il se fait souvent caillasser. Ça arrive même à Lyon. Et oui, encore il y a quelques mois, alors des femmes et des enfants cette fois, puisqu'il s'agissait des supporters de Lille. Que fait le football? Rien. Comme les dirigeants politiques, de toute manière, ils constatent, ils dénoncent, et puis rien. Pourquoi? Parce qu'ils mettent 99% de leur énergie dans leur intérêt personnel, et non dans l'intérêt général. Il y a des solutions par rapport à ces bus caillassés. J'en ai même une qui est pas mal, mais trop longue à vous expliquer ici dans un prochain podcast. Simplement, il faut se poser, et puis il faut donner de ses neurones, il faut donner de son énergie, il faut donner de son temps. Bref,
il faut donner. Et donner pour donner, c'est la seule façon d'aimer, comme disait la chanson. Donner pour donner, tout donner. C'est la seule façon d'aimer. Et je conclurai avec une citation si juste d'Edmund Burke. La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Et il est là le fond du problème. À méditer. Encore et encore. Et voilà. Et à l'arrivée, le mal triomphe. C'est pas mal comme titre, ça, non ? Le triomphe du mal. Voilà, on va intituler ce podcast 35 « Le triomphe du mal ». Et oui, comme je dis, c'est le fond du problème. Et à méditer. Jean-Michel Aulas, prenons son exemple, il met 99% de son énergie. Alors après, je force le trait, il y a des politiques sans doute, notamment ceux au niveau local et tout, qui se donnent beaucoup de mal et qui font des choses bien, je dis pas. Et des dirigeants de foot sans doute, mais même certains de la Ligue 1. Mais ils sont, je veux dire, bien souvent, et je les connais bien, et je les ai fréquentés, et j'ai discuté avec eux, etc. Et je sais, voilà, dans les réunions, comment ça se passe. C'est objectif. Qu'est-ce que ça me rapporte, moi ? Mon voisin, c'est pas le problème. Et l'intérêt général, on en parlera un autre jour. Hein. Pour mon club, ça me rapporte quoi ? Alors que l'intérêt général rapportera forcément à ton club. Mais d'une manière peut-être moins prononcée, ou d'une manière peut-être sur des années, ou des choses comme ça. Jean-Michel Aulas, c'est quelqu'un d'intelligent, a priori plutôt un homme de bien, quoi. Je veux dire, voilà, ça va, c'est pas le diable. Il a ses défauts aussi, et on sait que certaines choses sont bien chez lui, et d'autres où il y aurait beaucoup à redire, d'accord, très bien. Il a une grosse influence sur les autres, il a du poids, et le souci, son bus est caillassé, alors il hurle comme un putois. Ça, c'est le cri du putois. Et quelque part, c'est légitime, quoi. Tu te fais boum, 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 tu es pas à l'aise, et tu te dis, mes joueurs, dans quel état ils sont, ça va être un peu à notre détriment, cette histoire. Et puis, tu n'as pas à te faire caillasser ton bus comme ça. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens, et il est conscient de tout ça. Après, il s'en sert. Bien sûr qu'il s'en sert. Lui en vouloir, quelque part, ça fait partie un peu du jeu. Et puis il y en a qui peuvent s'en servir, ça peut aller très très loin. Tiens, je vais vous raconter une histoire qui est un mélange d'anecdotes et d'histoires. Alors pour l'anecdote, pour ceux qui ne savent pas, il y a un gong que voici. Et d'ailleurs, ce gong, on aurait pu s'en servir pour l'histoire que je vous racontais, cette fameuse aventure, pour savoir pourquoi Rudy Kroll, etc. Donc, on va faire comme la main de Samson, vous savez, elle est arrivée sur Canal+, parce que personne ne l'a vue, elle est arrivée 6 à 7 minutes plus tard, et ben là, mon histoire, c'était il y a 40 minutes. Et ben 40 minutes plus tard, voilà, c'est comme la main de Samson, mettez-moi un autre gong. Voilà, ça c'était le gong pour l'histoire de Rudy Kroll. Voilà, les bons comptes font les bons amis. Mais quand c'est l'histoire, les enfants, c'est l'histoire, c'est du vécu, etc., ce que je vais vous raconter maintenant, il y a un autre jingle pour les non-initiés, il faut qu'ils découvrent. Et je vous dis souvent que les loups font partie de ma vie, donc ce jingle, on a décidé que, voilà, c'était des loups qui hurlaient à la mort ou qui hurlaient à l'amour, enfin, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, les loups, voilà, ils hurlent. À propos de, c'est pas un bus caillassé, mais ça y ressemble à un petit poil, et vous allez voir comment un président va profiter, mettre ça à son profit. C'était à Saint-Étienne, il y a X saisons, à l'époque où Bernard Tapie était président. Et moi j'étais là, ce jour-là, et Papin
reçoit... Alors, le bus arrive devant Geoffroy Guichard, le bus s'est pas fait caillasser, les joueurs descendent, et là, il y a Papin qui reçoit une canette. Canette de quoi, je sais pas, Coca-Cola, Orangina, truc et tout, enfin, normalement, ça doit pas être une canette de bière, puisque l'alcool est interdit dans les stades et aux abords. Donc, il reçoit une canette, mais vraiment, alors, comme c'était l'hiver, tu vois, il avait une grosse doudoune, et elle ricoche, tu vois, sur son col un peu, machin. Est-ce qu'elle est pleine, cette canette, déjà, tu vois, le truc. Mais, voilà, elle a fait quelques mètres, cette canette, donc, en plus, si elle est pleine, alors ça peut faire très mal, bien évidemment. On ne saura jamais trop si elle est pleine, à moitié vide ou quoi que ce soit. Mais, Papin, voilà, il s'écroule pas, il tombe pas, il est surpris par quelque chose, tu vois, machin, ça aurait pu être un moustique, mais là, c'est une canette. Bon, voilà. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je suis l'image de la canette, j'étais pas là à l'extérieur de Geoffroy Guichard. Moi, je suis juste à l'entrée, et il y a 3 petits escaliers, et après, les gars allaient à droite dans les vestiaires des visiteurs, et à gauche, une fois que tu es descendu ces escaliers, les vestiaires de Saint-Étienne. Et là, je vois Papin écroulé, allongé, sur les 3 marches. Allongé. Donc moi, j'en suis là. Je me dis, oh putain, qu'est-ce qu'il y a? Et on va avec le caméraman. Et il est un peu entouré par des dirigeants marseillais, par Bernard Tapie, etc., etc. Et tu vois qu'il n'a pas grand-chose, quoi. Il a plus ou moins rien. Quand je reverrai l'image, peut-être même le lendemain, parce que ça a été filmé, de cette canette, etc., à l'arrivée du stade, on comprend pourquoi il n'a rien. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une canette. C'est un peu comme Dubois, si vous voulez. Voilà. Dubois, il se met 4 minutes, Papin, hop, il se couche. S'il s'allonge dans les 3 trucs, c'est pas pour rien. C'est qu'on lui a dit de s'allonger. Vous allez comprendre pourquoi. Et du coup, il y a un peu des dirigeants de Saint-Étienne qui essaient un peu d'aller voir, mais il y a cet écran-là, cette protection de gens marseillais, dont Tapie. Mais nous, hop, on était déjà aux premières loges et on a pu filmer les choses et voir. Et je vois bien que Papin, voilà, c'est pas un mec qui est dans les pommes ou qui se sent mal, etc. Et son visage n'est pas touché. D'ailleurs, quand on reverra l'image à l'extérieur, ça tape vraiment un peu sur l'épaule, quoi. Tu vois, le col de la doudoune, en aucun cas le visage. Et Tapie est extraordinaire. Tapie, et j'ai ça en image, et je l'ai montré en image à l'époque, j'étais sur Canal+. Et il y a un dirigeant de Saint-Étienne, il dit, montrez-nous, qu'est-ce qu'il a, enfin, machin, il se sent mal, qu'est-ce qui se passe, truc, une canette, machin, truc. Mais il a rien, ou truc. Et Tapie gueule, mot pour mot, véridique, je peux retrouver d'ailleurs ce reportage, je dois l'avoir quelque part. Et il gueule, quoi? Vous voulez voir sa gueule? Mais c'est un pot de yaourt, sa gueule! Un pot de yaourt. Sous-entendu, c'est Elephant Man, quoi, tu vois. Ah ouais, là, il a la gueule dans tous les morceaux. Il a pris la canette, et là, la gueule, tu vois, c'est les gueules cassées de la Première Guerre mondiale, quoi. Il va falloir bouger une mâchoire, trouver un nez, enfin, ou un truc comme ça. On en est là. Ouais, mais c'est un pot de yaourt, machin. Et qu'est-ce qui se passe? Tapie va faire en sorte, pour poursuivre, tu vois, le scénario, que Papin ne dispute pas le match qui va se dérouler 1 heure plus tard. Parce qu'il a déjà un as dans sa manche. Soit l'OM gagne, et ben voilà, il fera un scandale, vous vous rendez compte, une canette, machin, un pot de yaourt, mon truc, traumatisme, il a fallu faire 26 IRM, machin, truc, il a frôlé la mort, bah. Mais on restera comme ça, Marseille a gagné. S'il y a match nul, comme l'OM était bien classé, avait pas de truc, s'il estime que c'est un bon résultat, il fera le même cinéma, mais machin. Mais si l'OM perd, il mettra une pression diabolique et un truc terrible, et à l'époque il avait de l'influence, Tapie, pour que le match soit rejoué. Donc pour lui, quoi qu'il arrive, c'est tout bénef. Et il se trouve que Saint-Étienne gagne 1-0 ce match, et ça n'a pas loupé. Le match a été rejoué, puisque l'OM était handicapé par l'absence de Papin, qui évidemment avait à la place de la gueule un pot de yaourt éclaté, et était, handicapé. Donc il était logique de rejouer ce match. Vous voyez le topo.
Aulas, ça va être un peu le même principe. Il va, au lieu de dire putain, nos joueurs, ils sont passés à côté, ils ont manqué de caractère, de talent, la tactique de Garcia n'était pas la bonne, enfin bon, il ne dirait pas les choses comme ça, et c'est normal, mais il va s'en servir. Mais il va s'en servir, mais après, il passe à autre chose. Un fait divers chasse un fait divers. Voilà, c'est Kleenex, on se mouche et on jette. Je dis ça parce que ça fait des décennies qu'il y a des bus de la sorte transportant des joueurs d'un point A à un point B et qui, dans l'intervalle, sur ce chemin, se font caillasser. Comme je l'ai dit dans le flash que vous avez entendu, c'est arrivé à Lyon, avec des supporters de Lille récemment, mais aussi parfois c'était une équipe adverse, c'est arrivé X fois à Marseille, X fois à Paris, et également dans d'autres stades. Bon, il y a des endroits où il y a une concentration, si vous voulez, de gens très excités, etc., où ça se passe plus souvent qu'à d'autres endroits. Ça, on en est conscient. Mais globalement, ça se passe dans beaucoup d'endroits. Et Jean-Michel Aulas, comme tous les gens qui en ont été victimes, si vous voulez, à un moment, ils disent pas « Oh, on va quand même régler ce problème une bonne fois pour toutes. » C'est vrai que ça dépend de la préfecture, mais sur 25 km, ils peuvent pas mettre non plus 10 000 policiers. Il y aura toujours des endroits où tu passes, il y a une passerelle au-dessus, ou des bois à côté, le mec peut lancer des balles de golf, tout ça, avec l'impact, la force, le truc, la pression, boum, boum, boum. Il faut que nous aussi, football, comme je laisse un peu entendre dans le flash, on prenne nos responsabilités et qu'on fasse en sorte de faire avancer les choses. Car le football, c'est beaucoup plus que du football, et à son niveau, dans bien des domaines, il peut faire avancer la société. Alors je ne dis pas que s'il n'y a plus de caillassage de bus, ça fera avancer la société, mais au moins, je veux dire, c'est quand même la moindre des choses. C'est pas normal, déjà, de l'accepter et te dire... Bon, c'est comme ça a toujours été comme ça, bon, après tout, voilà. C'est-à-dire, quand tu le vis, comme Jean-Michel Aulas l'a vécu il y a 9 jours, et d'autres l'ont vécu, et d'autres le vivront, sur le moment, tu es truc, mais après, à aucun moment, tu dis, bon, nous, dirigeants, on va penser à des choses et mettre en place des choses qui vont simplifier la vie de la police et qui vont faire en sorte qu'il n'y aura plus de bus caillassés. Voilà. Mais pour ça... oui, c'est l'intérêt général. Ça veut dire, comme je l'ai dit dans le Flash Foot 11, il faut donner de ton temps, il faut donner de ton énergie, il faut donner de ta sueur, il faut donner de ta malice, il faut donner de tes neurones. Et oui, et donner pour donner, c'est la seule façon d'aimer. Mais c'est l'intérêt général, bon, après, on verra bien un truc. Et c'est toujours comme ça. Tant et si bien que ça s'est complètement banalisé. C'est que... Là où on devrait monter au plafond et dire « Putain, merde, quand même !» Je veux dire, on est en France, voilà, c'est pas Beyrouth, c'est pas la Syrie, c'est pas... Tu vois, bon, effectivement, qu'il y ait des fous furieux et qu'on laisse faire ou qu'on ne prenne pas le problème de fond ou de face ou de ce que vous voulez, certes. Mais là, quand même, tu vois, un bus, tu vois, tu connais la trajectoire, machin. Pensons, essayons d'imaginer des choses. Et quand je dis ça s'est banalisé, j'ai entendu l'autre jour Éric Dimeco sur RMC, qui est une personne que j'estime et j'aime bien, mais ça n'empêche pas de dire des conneries, comme je peux en dire aussi. Et lui, à un moment, c'était une émission avec je sais plus trop quoi dans l'après-midi, je crois que c'était avec Vincent Moscato, et lui estime, mais il s'y prend très mal pour le dire. Lui, il a vécu ça aussi comme joueur, où le bus de l'OM était caillassé, patati patata, et après, il jouait. Et il estimait que, bon, voilà, comme excuse, c'est bidon. Oui, c'est pas agréable. Oui, tu as peur sur le coup, ou tu es pas à l'aise. Mais après, et d'ailleurs, il y a le petit Cherki qui a été très bien, mais parce que peut-être naïf aussi. Il a 16 ans,
et il a été interviewé à la fin du match. Je vous passe ce petit bout d'interview. On parlait là, justement, juste avant que tu arrives, de l'atmosphère en arrivant au stade. C'est arrivé un peu chaotique en bus. Est-ce que tu penses que ça a pu avoir un impact sur le début de match? Est-ce que, on sait que vous êtes des jeunes joueurs, est-ce que tu penses que psychologiquement on a été un petit peu atteint ou pas du tout? Non, je pense pas, parce que ça nous a donné entre guillemets une force en plus pour pouvoir battre cette équipe de Marseille. On a mal débuté le match, on a essayé de se reprendre en deuxième période, mais comme je vous l'ai dit, ça n'a pas suffi pour gagner le match. Il est classe quand même, hein, le petit Cherki, parce que non seulement, contrairement à son président, il va pas se réfugier derrière le caillassage donc de bus, mais en plus, il te dit que ils s'en sont servis, quoi, parce que, voilà, dans la difficulté, ça soude un groupe, et les gars ont dû se dire, effectivement, ah voilà, on est reçus comme ça, on est machin. Hein, à fond, les gars, ensemble, on est ensemble. Le problème, et le fond du problème, d'un point de vue footballistique, c'est qu'ils n'ont pas été bons, ni tactiquement, ni mentalement, et que la victoire de l'OM, quelque part, elle est logique. Il reste une demi-heure, tu es en supériorité numérique et tu n'arrives pas à bien jouer. Il y a quand même un souci, même s'il y a eu les circonstances un petit peu favorables dont on a parlé, cette histoire de penalty, est-ce que Benedetto méritait le rouge ou pas, et que là, les supporters lyonnais soient énervés et frustrés par rapport à ça, ça va. J'en reviens maintenant parce que j'ai juste survolé cette histoire d'Éric Dimeco. Quand je dis ça se banalise, sur le fond du problème, il n'a pas tort. Et Cherki vient conforter ses propos, les propos d'Éric à ce sujet. Mais là où ça se banalise, c'est que comme il l'a vécu, comme malheureusement personne s'est penché sur ce sujet et que ça existe depuis des décennies, parce que Éric Dimeco, il a terminé sensiblement sa carrière à l'OM déjà en 93, hein, il a dû partir à Monaco sensiblement à ce moment-là, donc ça veut dire, ou alors donc il a terminé peut-être sa carrière en 96, 97, donc ça fait plus de 20 ans, et il est pas né avec les caillassages de bus, ça existait déjà depuis plusieurs saisons, et donc le drame, comme je vous dis, c'est que ça se banalise tellement que lui, il va plus loin dans son commentaire. Et lui, il dit, dans ce débat radiophonique, donc, si les Lyonnais ont peur de prendre des pavés, qu'ils aillent faire de la danse classique, l'Opéra de Paris cherche des danseurs. Et alors là, je suis désolé, Eric. Bon, comme tu l'as dit en public, je le dis ici, et si je te croise, je te dirai ce que je vais dire maintenant dans ce podcast, je te le dirai en face. Tu peux pas dire ça. C'est pas parce que la connerie existe depuis des siècles et des siècles qu'elle doit continuer. On peut toujours dire, ouais, il y a toujours eu des guerres, ouais, il y a toujours eu des malades qui ont fait ça aux gens, ouais, il y a toujours eu des filles qui se sont faites maltraiter, ou des... Oui, mais tu peux pas dire, ah bah c'est comme ça, c'est... Parce que là, tu fais le doublé coupé championnat. Parce que tu laisses entendre, ouais, le football, ben voilà, c'est ça le football. Ben ouais, on prend des pavés, je veux dire, les bus se prennent des pavés sur la tronche, des caillasses, des trucs, les vitres explosent, c'est ça le foot. Donc, ça laisse entendre que, voilà, pour tous les gosses qui t'écoutent et tout, tu dois savoir, mon gars, que le football, voilà, c'est la violence. D'ailleurs, à un moment, tu dis, ah, c'est la violence, le football, c'est la violence, mais c'est pas parce que c'est la violence certaines fois et qu'il y a des cons qui entraînent ça que tu dois te satisfaire de ça, même si toi, tu l'as vécu. Sur le fond, effectivement, les Lyonnais, encore que certaines fois, tu peux être traumatisé par les caillassages de bus. Hein. José Anigo, qui a quand même du vécu, qui était pas, tu vois, un tendre, qui, à ma connaissance, si on suit son raisonnement, ne faisait pas de la danse classique ou n'était pas à l'Opéra de Paris. À un moment, le bus marseillais s'est fait caillasser et Anigo, alors là, il y avait peut-être pas de triple vitrage, donc c'était peut-être plus impressionnant. Et Anigo était entraîneur de l'OM. Eh ben, j'aime autant te dire que ça l'a marqué, je me souviens, on en avait parlé, et qu'à un moment, il voulait pas jouer le match. Donc voilà, il y a caillassage et caillassage aussi. Mais quand je dis le doublé coupé championnat, bah ça laisse entendre que les danseurs à l'Opéra de Paris, tu vois, voilà, ça laisse entendre certaines choses. On est bien d'accord. D'un côté, tu as les costauds, les trucs,
Et puis après, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est d'autant plus con que, au niveau souffrance physique et mentale, je pense que la danse classique et les danseurs donc de l'Opéra de Paris, puisqu'ils citent l'Opéra de Paris, ben je veux dire, ils font preuve d'une force terrible pour exercer leur métier et être à la hauteur. Donc, mais ça, je connais ça par cœur. Je suis du Midi aussi, j'ai grandi dans le Midi de la France, quoi. Je veux dire, à Cannes, mon père marseillais, machin. C'est des discours un peu ambiants que l'on entend et qui sont ridicules. Donc là aussi, on peut peut-être un peu évoluer. Et à la limite, si tu le dis à un pote comme ça, dans un bar et tout, mais là, je veux dire, tu le dis, tu touches des centaines de milliers de personnes. Donc, faut être extrêmement vigilant, mais ça part de quoi aussi, tout ça? C'est que, voilà, ça s'est banalisé. Ça existe depuis des trucs comme ça, et ben ça continuera comme ça. Mais si personne n'a des idées et veut régler ce problème une bonne fois pour toutes, c'est clair aussi que ça continuera. Si on a le même principe qu'Éric qui dit « Ah, ça existe depuis des décennies, voilà, c'est chaud, comme en Grèce, comme en Turquie, on se gargarise », parce qu'à un moment, il y a eu le même problème du caillassage de bus avec River Plate, le match retour de Copa Libertadores. Parce qu'il prend ça, je veux dire comme exemple, il dit « Ah, si on s'éclate et on dit c'est formidable cette finale de Copa Libertadores entre River, Boca », non mais là Eric, on parle de l'ambiance. Et comme au Vélodrome, par rapport à ce match donc entre les deux Olympiques, l'ambiance était sans doute formidable, magnifique, on l'a ressenti à travers le poste de télévision. Donc, qu'il y ait des super tifos, comme il y en a eu donc là, peu avant le coup d'envoi au Vélodrome, qu'il y ait des supporters qui soient, je veux dire, survoltés, mais bon, il n'y a pas de conséquences, quoi, puisqu'ils sont là, dans les tribunes, ils crient pour leur machin, ils sifflent, ils vibrent, etc. et tout. Tout va bien de ce côté-là. Et au niveau de la Copa Libertadores, je veux dire que ce soit à la Bombonera ou au Monumental, machin, ces chants, ces ambiances, tout ça et tout, il n'y a pas de problème. Le problème, ça a été le bus caillassé, le bus de l'équipe de Boca Juniors, et là, il y a eu des éclats et des joueurs qui ont été touchés, dont un qui a failli perdre un œil, tout ça et tout. Si ça, c'est le football, si ça, c'est génial, sinon, il faut aller faire de la danse classique ou à l'Opéra de Paris. Non, tant et si bien que ce match retour, donc au Monumental, eh ben, il s'est pas joué. Et tu as été obligé, une finale, donc, entre clubs d'Amérique du Sud, par rapport à une compétition d'Amérique du Sud, tu as été obligé de la faire disputer, cette finale retour, à Madrid. C'est quand même catastrophique et assez lamentable. Donc là aussi, il se trompe de combat quand il dit la Copa Libertadores, machin. Ce qui s'est passé et les vitres du quart de Boca qui ont explosé, c'est lamentable. Et on se gargarise pas devant ça et on dit pas c'est génial l'ambiance par rapport à ça. On parle d'une autre ambiance. Alors, il faut aussi dénoncer, condamner, certes, etc. Essayer d'apporter des idées. J'en ai deux. Sincèrement, j'y ai pensé, parce que ça m'a énervé ce truc de bus, machin. J'y ai pensé, ça m'a pris 10 minutes. Je dis pas que ce sont les bonnes idées. Sur le coup, le soir même, dans l'équipe du soir, juste après, j'ai dit, si on veut être radical, eh ben, il suffit de dire, l'équipe qui a le bus caillassé, donc les visiteurs en l'occurrence, eh ben tu joues pas le match. Voilà, il s'est pas joué le match au Monumental. Et tu le joueras à huis clos, ou tu as match perdu, suivant la violence du truc. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un peu trop radical. Maintenant, il y a 50 000 mecs qui vont attendre au Vélodrome, enfin même 60 000 mecs au Monumental, ils étaient 70 000 à attendre aussi, il n'y a pas eu de match, voilà, ça s'est passé comme ça, ils ont compris, voilà. Et je pense que si tu faisais ça,
il n'y en aurait pas beaucoup de gars qui caillasseraient les bus, tu vois. Mais après, on m'a dit sur Twitter et tout, alors ton truc, il est beaucoup trop simpliste, ce qui est pas faux, hein. Je veux dire, tu donnes des idées, c'est peut-être pas forcément la bonne. Et puis, moi, je caillasserais toujours le bus de mon équipe favorite, même quand on joue à domicile, et comme ça, j'aurais 38 victoires, et patati patata, admettons. Donc, le lendemain, ou le surlendemain, enfin un peu de temps avant d'avoir fait le Flash Foot 11, j'ai eu une idée. Je vais vous la donner, et 3 minutes après, j'en ai eu une autre. Alors, quand il faut, dans le podcast, je dis ça pour les gens, parce qu'on a peut-être un nouveau public, comme je l'ai dit, qui ne sont pas habitués, quand il faut être très attentif, de manière générale, il faut être attentif sur 1h, 1h20, ça serait quand même plus simple. Mais vous êtes là à écouter tout en conduisant, tout en faisant votre sport, votre jardinage ou des trucs. Je peux comprendre que c'est un bruit de fond et des fois. Mais il y a un moment. Alors, je ne dis pas de stopper la voiture, mais soyez surtout attentif à la route si vous faites ça. Mais quand vous courez là, soyez bien attentif. Jardinage. Arrêtez avec ce bruit-là de tondeuse, machin, juste 2 secondes, le temps que je vous donne les idées. Alors, pour vous donner un signal par rapport à ça, il y a ce qu'on appelle une sirène. Au début, ça surprend. D'ailleurs, les premiers podcasts, elle était violente, elle était assez longue. Donc, on a atténué un peu le son. Et ça veut dire que si vous avez un peu les portugaises ensablées, ce qui veut dire, les oreilles un petit peu bouchées, vous enlevez le sable grâce à la sirène. Si vous voyez pas très bien, comme disait ma mère, elle disait tu as de la peau de saucisson dans l'œil, c'est pas possible, tu le vois pas. Si on n'entend pas bien, c'est les portugaises ensablées. Donc là, soyez attentifs. Sirène, maestro, please. Alors la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est de dire, il est clair que c'est pas sur 100 km que le car, il est plus ou moins menacé. Ça va être, sur 10, 15 km dans ces eaux-là. D'une manière générale, plus on se rapproche du stade, plus il y a danger. Et souvent, d'ailleurs, les équipes ne viennent pas de très très loin. Elles sont, il y a une petite mise au vert, une petite collation, donc elles sont dans un hôtel qui est pas très très loin. Donc on va dire que ça se joue sur un max peut-être de 15 km. D'ailleurs, je parlais de l'incident River-Boca, les vitres elles ont explosé juste alors que c'était la dernière ligne droite ou le dernier virage avant l'arrivée du bus qui allait entrer dans les entrailles du Monumental. Il y a eu une scène terrible à Liverpool, il n'y a pas si longtemps, parce que ça n'existe pas qu'en France aussi, cette histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, et le bus de Manchester City aussi, qui a été caillassé d'une manière très violente par rapport à des gens de Liverpool, il était aussi dans la dernière ligne droite, en arrivant. Quand le bus s'est fait caillasser, quand je vous dis époque, Anigo, entraîneur, tout ça et tout, on n'était pas à 20 km de Paris. On était aussi dans un secteur très, très proche du Parc des Princes. Donc on va dire, entre le Vélodrome et tu remontes, ça c'est la préfecture qui sait, suivant les stades, de 10, 5, 15 km ou quelque chose comme ça. Là, tu te dis, manifestement, ils sont pas sûrs de leur coup, puisqu'ils ont demandé, et ils demandent parfois aux responsables d'en face, donc là c'était Jean-Michel Aulas, de changer de bus, que le bus ne soit pas identifié Olympique Lyonnais. Et vous me direz, comme ils se plantent, une fois ils ont caillassé un bus chinois, ça ne veut pas dire que tu es en sécurité. Je plaisante. Mais bon, après, de la part de Jean-Michel Aulas, c'est sûr qu'un bus normal avec des vitres normales, peut-être si toi tu as un triple vitrage, on peut comprendre sa position. Je ne vais pas trop discuter là-dessus. Donc ma première idée était la suivante. Il y a des grands joueurs, des ambassadeurs de l'OM, des Moser, des Sauzet, des Boli, surtout de cette époque-là, et si on remonte un peu dans le temps, des Scoblar qui sont encore sur Marseille, tout ça. Bon, ces gens-là vont au match, ou de toute manière, s'ils viennent pas, tu les invites au match. Carlos, voilà. Après, tu fais pas ça pour tous les matchs. Tu identifies les matchs à haut risque. Il y en a quelques-uns. Et évidemment, cet Olympico en fait partie. Et là, tu prends une douzaine d'ambassadeurs. Et tu dis, voilà, on vous amène
à 15 km, à un endroit précis. À partir de là, ça devient un peu menaçant. Et vous allez dans le quart de l'équipe visiteuse. Ça veut dire que là, dans le quart de Lyon, 15 ou 20 km avant, eh bien, tu avais une dizaine d'anciennes gloires de l'OM. Et tu le fais savoir, évidemment. Et ça veut dire donc que ceux qui veulent caillasser le bus, ben, ils caillassent aussi Boly, Waddle, Moser, machin. Donc il se caillasse lui-même, quoi. Je veux dire, il caillasse les gloires du club qui supporte, de la ville qui supporte, parce que on peut supposer que ce sont des gens qui n'ont pas grand-chose à faire, et comme ils caillassent les pompiers, les trucs comme ça et tout, mais on peut supposer que ce sont des Marseillais, et donc ils aiment leur club, l'OM. Donc, tu caillasses ta propre ville, ton propre machin. Donc je me dis, ça serait pas mal. Tu peux essayer ça, déjà, ça serait symbolique, etc. et tout. Mais après, je me dis, tu peux faire mieux. Et peut-être c'est un petit peu compliqué à faire, parce que peut-être Waddle, ce jour-là, il a le mariage de sa cousine, Moser, il a la grippe, ça fait tout un pataquès. Et, soyons fous, allons bien plus loin. Il y a bien des mecs qui sont fous, qui se sont dit, on va aller marcher sur la Lune, ou on va essayer de mettre des gens dans l'espace, dans le truc, tu vois, c'était plus compliqué à la base quand même. Bon, bref, si tu veux, et tu t'en donnes un peu les moyens, et là, je suis allé plus loin, 5 minutes plus tard. C'est-à-dire, quand tout est pour tout, ces deux idées, elles valent ce qu'elles valent, mais ça m'a pris 10 minutes. Alors, je pense que des gens très intelligents, comme les présidents de club, s'ils font quelques réunions, et chacune dure 1 heure ou 1 heure et quart et tout, ça va être la panacée. Ils vont trouver un truc génial. Si j'ai trouvé ça en 10 minutes, si j'avais inventé l'eau chaude, ça se saurait. Donc, mais bon, faut pas se mésestimer non plus, j'ai fait 2-3 choses quand même. Bah, bref, mon idée est la suivante. Les joueurs de l'OM, staff technique, joueurs, peut-être même 2-3 dirigeants, ils arrivent avec un bus au stade. Ou si chacun arrive de son côté avec sa voiture, tu dis non, rendez-vous à la commanderie à telle heure. Mais ils arrivent sensiblement au même moment que les Lyonnais. Ils sont pas là au stade 5 heures avant, et les Lyonnais qui arriveraient 1 heure et quart, 1 heure et demie avant. Ils arrivent sensiblement au même moment avec le quart de l'OM, ou disons ils sont seuls. Tu dis rendez-vous à la commanderie. Et tu dis aux Lyonnais, je prends l'exemple de Lyon, tu dis voilà, messieurs les Lyonnais, au point A, vous arriverez à cette heure-là, sensiblement, à 10 minutes près et tout, eh bien nous, le quart de l'OM, avec les joueurs, le staff technique, l'entraîneur, tout le tralala, le kiné, le masseur, le machin, tu veux, voilà, éventuellement le président, parce que le président doit accueillir l'autre président, c'est normal, donc ici Jean-Michel Aulas, c'est tout. Nous serons à cet endroit à partir de telle heure. Vous arrivez. Et là, nous avons donc, je pense que je vais éternuer, et là je fais le triplé, si vous avez un peu de mémoire. La Ligue des Champions. Ah, putain, c'est beau un triplé, merde. Sous vos applaudissements. Et donc là, tu as le bus de l'OM, et tu as le bus de l'OL. Les deux bus. Et là, tu mets la moitié du staff technique et des joueurs de l'OM dans le quart de Lyon, et du quart de Lyon, tu fais sortir la moitié du staff technique et des joueurs. Et donc, tu mélanges tout le monde. Et les deux bus, l'un derrière l'autre, vont arriver au Vélodrome, et à la même heure. Ne me dites pas que c'est compliqué à faire ça. Et ça serait, symboliquement, ça serait une image super. À la base, tous ces joueurs, ils se connaissent plus ou moins de sélection espoir, de ceci, de cela, ou etc. Vous allez me dire, ah ouais, mais alors ils sont dans leur match, il faut sortir le match. Ouais, mais alors ça s'équilibre. Parce que si les Lyonnais, ça les sort un petit peu du match de voir des joueurs marseillais discuter comme ça dans le bus, d'être mélangés, eh ben, les Marseillais, tout autant, ça peut les sortir de leur match, etc., etc. À un moment, faut être sérieux. Tu pars pas à la guerre, là. Ça serait un match de boxe encore, tu vois. La boxe, c'est 1 contre 1. Des fois, tu joues ta peau. Tu es là, quelque part, tu peux mourir sur un ring de boxe. Sur un match de football, c'est assez rare. C'est déjà arrivé pour un joueur, pour un truc, mais un accident cardiaque ou des choses comme ça, un coup malheureux, mais c'est quand même quelque chose d'excessivement rare. Boxe, tu as intérêt à faire attention. Et un match de boxe, tu joues bien souvent ta carrière sur un match. La 13e journée de Ligue 1, qu'est-ce que tu joues? Oui, tu joues 3 points, oui, tu joues l'honneur de ton club, le patati, tu veux recoller au classement, tu veux rester sur le podium, patati patata. Mais ça va, quoi. À un moment, faut se donner les moyens. En quoi ça serait pas possible? Et encore une fois, je trouve
J'aime pas le terme d'image, parce que image, je trouve que, peut-être image, mais je trouve que ça aurait du fond, ça aurait du sens. Et pour moi, c'est ça, le football. C'est pas, bon, c'est le football, tu te fais caillasser, tu machin, s'ils sont pas contents, tu fais pas le football, tu vas être, je veux dire, à l'Opéra de Paris, ou ces trucs-là, ou ces conneries-là. C'est ça, le football. C'est aussi une forme de fraternité. L'adversaire, c'est un partenaire de jeu. S'il n'y a pas d'adversaire, quelque part, il n'y a pas de match. Et après, pendant le match, eh ben, tu vas à fond, tu es engagé, tu es ceci, tu es cela, il y a pas de problème. Et tu mets Dubois et Benedetto côte à côte, comme ça, tu vois, pour le match retour. Tu fais ça pour le match retour, et tu le mets côte à côte, et voilà, truc. Après, ils se démerderont sur le terrain. Voilà, une petite parenthèse, un petit truc. Qu'est-ce qui empêcherait de le faire ? C'est juste vouloir le faire, et tu le mets dans les règlements. Et si les présidents étaient un petit peu, tu vois, voilà, à penser, à truc, moi, Jean-Michel Aulas, où est le problème ? Dites-moi, où est le problème ? Jacques Henriero, où est le problème ? Vous êtes des gens intelligents, des bus caillassés. Parce que là, tout le monde perd, quoi. Celui de Lyon, il est caillassé là. Celui de l'OM, il sera caillassé demain, cette saison, ou l'autre saison, ou des trucs et tout. Voilà. Rendez-vous, les deux bus, machin, et où est le problème ? Et là, si tu caillasses, eh ben, tu caillasses ton club aussi. Et quelque part aussi, au niveau du traumatisme, s'il y en a un ou quoi, ça s'équilibre. Mais là, il y a plus de caillassage, quoi. Voilà. On peut pas essayer ça ? C'est si compliqué que ça ? Voilà. C'est une idée. Et il y en a, sans doute, des bien meilleures. Donnez-moi des idées, on transmettra. Et j'espère que ça sera écouté un peu par nos grands pontes, nos grandes huiles du football. Plutôt que dire « Ah, bah, 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 bah ». Mais c'est normal de dire « Ah, bah, 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 bah ». Mais si tu fais rien, ne dis plus « Ah, bah, 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 bah ». Ça sert à rien. Si tu veux pas avoir la volonté aussi de régler le problème, bah, fais des bah, et continue avec ta bah, et trucs, mais ma foi, non ? Qu'en pensez-vous ? Donc, Edmund Burke, c'est le fond du problème, et c'est donc le titre, le triomphe du mal. Parce que ça, évidemment, cet exemple, ça se répercute pour 10 000 choses et bien plus compliquées dans la société. Donc, Edmund Burke, un peu l'accent, Duck, mon prof d'anglais, il disait, voilà, pensez à Duck, alors, Burke, ok. La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Messieurs les dirigeants de football, vous êtes des hommes de bien ou vous êtes, voilà, machin truc. Il y en avait une d'Albert Einstein, qui est pas mal aussi. J'avais pas le temps sur les 2 minutes 20, il fallait faire un choix. Là, j'ai le temps, je peux vous parler pendant 3 heures dans le podcast. Et qui veut dire sensiblement la même chose. Le monde, je vous cite Albert, on a fait des soirées pasta avec Albert, exception. Non, je déconne. Bon, Albert Einstein qui dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, c'est pas eux qui machin, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » Voilà, donc, continuez à regarder les bus se faire caillasser, n'ayez aucune idée, ne vous réunissez surtout pas autour d'une table pour essayer de trouver une solution, ne voyez pas l'intérêt général, banalisez le truc, le football c'est ça, voilà, tu vas expliquer aux gosses passionnés de foot, tu vois, de 12, 13, 14 ans, bah ouais, le football c'est la violence, et puis si tu es professionnel, tu te prendras des caillasses dans la tronche quand tu seras dans le bus. Non, c'est pas ça, et ça doit pas être ça, et malheureusement, c'est vrai que c'est parfois ça. Donc, si les hommes de bien se bougent pas, et ceux qui regardent sans rien faire ne bougent pas aussi une oreille ou le petit doigt, bah, dans 30 ans, on caillassera encore. Voilà, pour l'instant, c'est le triomphe du mal. Mais il faut se battre. Hein ? Voilà. Eh ben, on a fait le tour de la question. J'avais une bonne anecdote aussi à vous raconter, mais la personne qui fait le montage de ce truc m'a dit « Didier, ça fera trop long, garde-la, cette anecdote, pour plus tard. » Et je vais donc l'écouter. Mais, pour conclure, et de nouveau ne savent pas, nous avons évidemment le général de Gaulle. « Général, oui, il va falloir conclure. » Voilà. Comme à la BBC, 18 juin, voilà, mettez-vous bien en face, voilà, je me pousse, là, le truc. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Voilà. Général, c'est à vous.
Longue vie aux braves. C'est la conclusion des podcasts, les enfants. À bientôt pour le 36 et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout des autres, surtout ceux qui sont dans le besoin. Allez, à bientôt. Mira el centro, clave, gol.